Les sirènes d'urgence ont retenti alors que je resserrais la sangle du casque d'un enfant que je ne connaissais pas. Une seconde plus tôt, Timber Ridge résonnait de rire et de skis crissant sur la neige damée, et la seconde d'après, un gémissement de baleine mécanique a déferlé sur la montagne. Le haut-parleur a ordonné à tout le monde de regagner le chalet principal. Un blizzard avait changé de direction, et des conditions de voile blanc étaient attendues dans l'heure. Je me suis tourné vers les râteliers de location, cherchant Molly. 10 minutes auparavant, elle se tenait là, dans sa veste violette, en train de filmer Kota pour son projet scolaire. Maintenant, elle avait disparu, tout comme le harnais de retraite rouge que je pouvais toujours repérer dans la foule. Puis, mes parents sont arrivés en courant dans la neige. Ma mère pleurait déjà avant même de m'atteindre. Mon père m'a saisi les 2 épaules et m'a dit « Andrea, écoute-moi. Molly s'est aventurée dans la forêt. Nous l'avons cherchée, mais la tempête est devenue trop dangereuse. » Un instant, tous les sons se sont évanouis, sauf les sirènes. J'ai demandé où était Kota, et ma mère a porté une main à sa bouche. « Le chien est parti le premier », a-t-elle dit. Molly l'a suivi. Kota avait servi à mes côtés pendant 6 ans, à travers les tirs, la fumée, les checkpoints bondés et des explosions qui faisaient trembler le sol. Il n'avait jamais rompu sa position sans un ordre, ni abandonné une personne confiée à sa garde. Mon père a pointé du doigt la lisière et des arbres. Elle est partie par là. La patrouille de ski la cherche déjà. Ses gants étaient secs, les bottes de ma mère étaient presque propres. Aucun des deux n'a pu expliquer pourquoi l'appareil photo de Molly ne pendait plus à son cou. C'est à ce moment-là que ma peur s'est transformée. Ma fille ne s'était pas égarée. Quelqu'un l'avait emmenée, et les 2 personnes qui prétendaient m'aider à la retrouver savaient déjà exactement où elle était. Ils avaient laissé Molly dans un blizzard qui se refermait, avec un vieux chien militaire qu'ils croyaient inutile. Ils avaient oublié ce que Kota, lui, n'avait jamais oublié, la famille, ce n'était pas qui donnait les ordres, mais qui refusait de vous abandonner. Avant de vous ramener à ce matin-là, dites-moi d'où vous écoutez. Restez avec nous pour savoir comment nous avons retrouvé Molly, et abonnez-vous pour plus d'histoires de trahison familiale et de courage. 6 heures plus tôt, je croyais encore que la pire chose qui m'attendait à Timber Ridge était une énième dispute avec mon père. J'avais évité la station pendant près de 2 ans, limitant mes visites à mes parents à de brefs déjeuners en ville ou à des fêtes soigneusement supervisées chez moi. Mon grand-père avait ouvert Timber Ridge avec un unique téléski à cordes, mon père l'avait agrandi pour en faire une station, et ma mère avait transformé notre nom en une véritable institution locale. Au moment où j'ai eu l'âge de les remettre en question, chaque désaccord se terminait par la même réponse, les gens dépendent de nous. Cette phrase excusait les inspections tardives, les employés épuisés, et des décisions que les étrangers n'étaient pas censés examiner. J'ai rejoint l'armée, en partie parce que je voulais des règles qui s'appliquaient à tout le monde. Mes parents ont appelé ça de la rébellion. J'ai appelé ça respirer. Molly avait 12 ans, assez grande pour remarquer la distance entre moi et ses grands-parents, mais assez jeune pour croire qu'elle pouvait être réparée. Quand son professeur a demandé un documentaire sur une vie de service, elle a immédiatement choisi Kota. Elle l'avait intitulé « La dernière patrouille de Kota ». Ce n'est pas censé être triste, m'a-t-elle dit alors que nous traversions le parking ce matin-là. Elle serrait son petit appareil photo contre sa poitrine, tandis que Kota se déplaçait prudemment à ses côtés. Ça parle de ce qui se passe après que tout le monde a cessé d'applaudir. Son museau était devenu gris, et le froid raidissait sa hanche gauche. Il ne se déplaçait plus avec cette puissance sans effort, mais à quelques pas d'intervalle, il vérifiait Molly puis se retournait vers moi. La retraite avait ralenti son corps sans changer son habitude de veiller sur les siens. Ça a l'air un peu triste, ai-je dit. C'est honnête, a répondu Molly. Mon père nous a accueillis devant le chalet. Dénié, il avait 70 ans, les épaules larges, et portait toujours sa veste rouge de la montagne comme si c'était un uniforme que nul autre n'avait mérité. Son regard est passé de moi à Kota, s'attardant sur la démarche précautionneuse du chien. Ce chien a bien mérité son repos, a-t-il dit. Tu devrais arrêter de lui faire ses preuves. Les mots semblaient prévenants, mais je connaissais mon père, tout ce qui ne pouvait plus fonctionner à pleine capacité devenait une dépense ou un obstacle. J'ai posé une main sur le harnais de Kota. Il est ici parce que Molly le voulait. Personne ne lui demande de prouver quoi que ce soit. Papa a eu ce petit haussement d'épaule qu'il utilisait quand il voulait que tout le monde croie qu'un désaccord était clos parce qu'il était trop raisonnable pour le poursuivre. Tiens-le juste à l'écart de la circulation principale. La montagne est pleine aujourd'hui.
Ma mère est arrivée et a serré Molly dans ses bras. Paula était élégante même en bottes de neige, avec ses cheveux argentés sous un chapeau crème et un sourire immédiatement rassurant. Elle a admiré l'appareil photo de Molly et a suggéré plusieurs endroits pittoresques. « Tu devrais filmer le vieil observatoire », a-t-elle dit. « C'est sur la crête ouest que ta mère a appris à skier. » Elle se tenait au sommet et se disputait avec le vent. « Je ne me disputais pas avec le vent, ai-je dit. »« Tu te disputais avec tout », a répondu maman chaleureusement, comme si ma résistance d'enfant avait été charmante plutôt que nécessaire. Un panneau près de l'entrée du télésiège indiquait « Crête ouest fermée ». Maintenant ces conditions de vent. Molly a pointé sa caméra vers lui, mais papa est entré dans le cadre. Précaution temporaire, a-t-il dit. Nous la rouvrirons bientôt. Les arbres en altitude bougeaient déjà plus fort que ceux d'en bas, et des nuages bas pressaient contre la montagne. En tant qu'inspectrice de la sécurité, je me méfiais de quiconque qualifiait une fermeture de « temporaire » avant que la cause ne soit résolue. En tant que fille de Denny Hale, je savais à quelle vitesse une question pratique devenait une accusation de déloyauté. J'ai choisi le silence. C'était la première erreur que je n'ai reconnue que plus tard. À 10h30, la station a testé son système d'urgence. Une courte sirène a retenti, suivie d'un message expliquant que 3 tonalités continues signifiaient que tout le monde devait retourner au chalet principal. Molly s'est bouché une oreille, tandis que Kota a simplement cligné des yeux. Joël Reyes, le directeur de la patrouille de ski, est descendu des marches avec une radio et une tablette météo. Il était compétent et prudent, mais des années sous l'autorité de mon père l'avaient entraîné à chercher la permission là où le jugement aurait dû suffire. Le vent se lève plus tôt que prévu, a-t-il dit à papa. Je veux que la patrouille supérieure soit retirée d'ici 2 heures. Papa a jeté un coup d'œil au ciel, puis à la file d'attente bondée du télésiège. Vérifie la prochaine mise à jour d'abord. Nous avons le temps. Joël a hésité avant d'acquiescer. J'avais vu cette hésitation chez trop d'employés. Il connaissait la montagne, mon père la possédait. Tout le monde se comportait comme si c'était la même chose. Molly a filmé Kota près du foyer extérieur, à côté d'un vieux traîneau de patrouille et le long de l'allée publique. Elle a posé des questions sur son service, mais j'ai gardé mes réponses simples. Son projet portait sur la vie après le service, pas sur la transformation des anciens dangers en divertissement. Quand je l'ai trouvée agenouillée à côté de lui près des râteliers à matériel, elle glissait une carte mémoire de rechange dans la petite pochette d'identification attachée à son harnais rouge. « Molly, cette poche contient sa carte d'urgence, ai-je dit. Ce n'est pas un rangement pour tes gadgets. » Elle a souri et a retiré la carte. Ça rentre parfaitement. Une pièce de monnaie aussi rentre dans une douille d'ampoule, ça n'en fait pas une bonne idée. Elle a ri, a rangé la carte dans son manteau et a promis de laisser la pochette libre. Kota nous a observés avec l'expression patiente de quelqu'un qui avait enduré des disputes bien pires. Vers midi, Molly a demandé si elle pouvait filmer quelques plans extérieurs près de la zone de maintenance. J'ai regardé vers le sentier public balisé qui longeait le bâtiment. Reste du côté visiteur de la clôture, lui ai-je dit. N'entre pas dans un garage, ne suis pas un employé par un portail, et garde ton téléphone allumé. Je sais, maman. Cette réponse signifiait généralement qu'elle avait cessé d'écouter après la première règle. Elle m'a embrassé sur la joue, a attaché la laisse de Kota à son harnais et s'est éloignée, la caméra levée. Je l'ai regardé jusqu'à ce que sa veste violette et son harnais rouge atteignent le sentier public. Lui donner de l'indépendance, c'était comme desserrer ma prise, un doigt à la fois. Quelques minutes plus tard, le SUV sombre de Paula est passé devant le bâtiment de maintenance, au lieu de se diriger vers le parking des visiteurs. Molly l'a remarqué et a tourné sa caméra pour le suivre. Kota marchait lentement à ses côtés, mais sa tête s'est levée avec une précision soudaine. Ses narines ont frémi une fois, puis une autre. La laisse s'est tendue dans la main de Molly alors qu'il se dirigeait vers le véhicule. J'étais encore assez loin pour me dire que cela ne signifiait peut-être rien. Puis, Kota s'est arrêté à l'arrière du SUV de ma mère, a baissé son arrière-train dans la neige et a fixé son regard sur le coffre. Molly a levé sa caméra plus haut, souriant comme si elle venait de capturer le moment où son vieux soldat reprenait du service. De là où je me tenais, près du chalet, j'ai vu Molly s'accroupir à côté de Kota et approcher la caméra de son visage. Le corps du chien était devenu immobile, ses oreilles pointées vers l'avant, son attention fixée sur le coffre arrière du SUV de ma mère. Molly n'a pas crié ni ne l'a tiré en arrière.
Je lui avais appris que lorsque Kota donnait une alerte passive, elle ne devait ni l'interrompre, ni le récompenser, ni deviner ce qu'il avait trouvé. Elle devait reculer et m'appeler. Elle s'est tournée dans ma direction, cherchant à travers les gens qui se déplaçaient entre le chalet et les remontées. Avant que nos regards ne se croisent, Joël m'a appelé sur les marches de la patrouille pour regarder une carte des vents mise à jour. J'ai détourné les yeux pendant moins d'1 minute. Cette minute a tout changé. La plupart de ce qui s'est passé à côté du SUV m'est revenu plus tard, à travers le récit de Molly et les images cachées sur sa carte mémoire. Je les ai regardées tellement de fois par la suite que chaque mouvement s'est gravé dans mon esprit, comme si j'avais été à ses côtés. L'enregistrement commençait avec Kota remplissant la majeure partie du cadre. La neige s'accumulait sur son harnais rouge tandis qu'il fixait la porte du coffre. Molly chuchotait, il fait le assis tranquille. C'était ce qu'elle appelait son alerte, pas explosif ou danger, seulement l'assis tranquille. C'était la phrase que j'avais utilisée quand elle était plus jeune et demandait pourquoi Kota devenait parfois aussi immobile qu'une statue sur de vieilles photos. Une portière a claqué hors champ. Mon père est apparu de derrière le SUV, se déplaçant plus vite qu'un homme de 70 ans ne le fait habituellement sur de la neige tassée. Éloigne-le de là, a-t-il lancé sèchement. La caméra a piqué du nez alors que Molly levait les yeux. Je ne lui ai rien dit de faire. Déplace-le. Sa colère était trop vive pour un chien assis à côté d'un véhicule garé. Molly a dû le sentir aussi, car ses mots suivants sont sortis doucement, maman m'a dit de ne pas l'interrompre quand il s'assoit comme ça. Ma mère est entrée dans le champ avant que papa ne puisse répondre. Son expression était calme, mais une de ses mains se serrait fermement autour de la tablette contre son manteau. Ce n'est rien, ma chérie, a-t-elle dit. Kota reconnaît probablement l'odeur du matériel de contrôle des avalanches. Nous transportons parfois des fournitures entre les bâtiments de maintenance. Molly a tourné la caméra vers le SUV alors que mon père déverrouillait le haillon arrière. À l'intérieur se trouvait une mallette sombre avec des coins renforcés et des fermoirs en métal. Papa l'a tirée vers lui et l'a soulevée à 2 mains. Est-ce que ça devrait être dans la voiture de grand-mère, a demandé Molly. Papa a regardé droit dans l'objectif. Tu ne devrais pas filmer dans une zone de maintenance. Je suis du côté des visiteurs. C'est toujours la propriété de la station. Pendant qu'il portait la mallette vers la porte de service, ma mère a activé l'écran de la tablette. Un message a clignoté en haut. Elle a tapé sur plusieurs pages et a dit « L'identifiant de marque fonctionne toujours. Il nous faut juste la crête ouverte jusqu'à dimanche. » Papa s'est arrêté une demi-seconde. Molly a tourné la caméra vers ma mère. « C'est qui, Marc ?» Les yeux de maman se sont levés de l'écran. La pause avant qu'elle ne sourie a été brève, mais elle était là. « Un employé qui prend un peu de repos, » a-t-elle dit. Les adultes partagent les accès quand quelqu'un est absent. Cette réponse aurait pu satisfaire Molly si mon père n'était pas revenu et n'avait pas tendu la main vers la caméra. « Supprime ça, » a-t-il dit. Molly a reculé. Kota s'est levé avec elle, se positionnant entre ses jambes et mon père, sans grogner. « C'est pour l'école, » a-t-elle dit. « Je peux couper le bâtiment de maintenance. Je ne te demande pas de le modifier. Je te dis de l'effacer. » Elle a serré la caméra contre sa poitrine. Sa voix tremblait, mais elle ne l'a pas défié comme un adulte. Maman saura ce que faisait Kota. Elle pourra m'aider à choisir quelle partie est acceptable. L'expression de ma mère a changé à la mention de mon nom. Elle savait que je reconnaîtrais l'alerte de Kota et que j'entendrais la phrase sur l'identifiant de marque. Plus important encore, elle savait que Molly se souviendrait des deux, même si les images disparaissaient. Maman s'est approchée et a adouci sa voix. Bien sûr qu'Andrea peut t'aider. Est-ce que cette petite caméra sauvegarde tes vidéos en ligne automatiquement? Molly a baissé les yeux sur l'écran. Parfois. Ça dépend du signal. Peux-tu vérifier? La demande semblait serviable, mais Molly m'a dit plus tard que cela lui avait donné la chair de poule. Ma mère ne s'était jamais souciée de l'endroit où ses vidéos étaient stockées. Molly a fait semblant de vérifier le compartiment de la batterie, la caméra tournée contre son manteau. Elle a retiré la carte mémoire. Sa carte de rechange était toujours dans sa poche, depuis le moment où je l'avais forcée à la retirer de la pochette d'identification de Kota. Elle a échangé les cartes, mis la vierge dans l'appareil photo, et a refermé le couvercle. Puis, elle s'est accroupie à côté de Kota comme pour ajuster son harnais, et a glissé la vraie carte dans la pochette que je lui avais dit de ne pas utiliser.
Ce petit acte de désobéissance a plus tard sauvé la vérité. Ma mère a observé ses mains, mais Kota a bougé et a bloqué la vue de la pochette. Molly s'est relevée et a montré l'écran de la caméra. Pas de signal. Une tonalité d'avertissement est venue de la tablette de maman. Une bannière rouge est apparue sur l'écran, fermeture de la montagne. Alerte météo sévère imminente. Accès supérieur à évacuer. Mon père a lu par-dessus son épaule. Combien de temps? Moins que prévu. Il a regardé Molly, puis le chalet où je parlais avec Joël. On prend la caméra et on règle ça en famille, à l'intérieur, a-t-il dit doucement. Maman a gardé les yeux sur Molly. La prendre ne change rien à ce qu'elle a vu. La mâchoire de papa s'est crispée. Alors, que suggères-tu? Ma mère a baissé la tablette. Sa voix était trop basse pour que Molly entende chaque mot, mais la caméra en a capté assez. Alors, on s'assure qu'il n'y ait pas d'histoire à raconter à Andrea. Molly n'a pas compris ce que cela signifiait. À 12 ans, elle croyait encore que les adultes utilisaient des mots terribles quand ils étaient en colère et les regrettaient plus tard. Elle pensait que ses grands-parents cachaient peut-être une infraction au règlement, pas qu'ils décidaient quoi faire d'un témoin. Maman s'est retournée avec le sourire chaleureux qu'elle utilisait sur les photos de Noël. J'ai une idée, a-t-elle dit. Ton film a besoin d'une belle fin. Allons emmener Kota au vieil observatoire de la crête ouest et enregistrons une dernière patrouille. Ta mère avait l'habitude de parcourir cette route avec la patrouille de ski. Molly a regardé vers le panneau, crête ouest fermée. Maman a dit que je devais rester sur le sentier public. C'est pour ça que ce sera une surprise, a répondu maman. Tu pourras lui montrer quand ce sera fini. Je pensais que la crête ouest était fermée. Papa a remis la mallette dans le SUV et a refermé le haillon. Fermé aux visiteurs. La route de service nous appartient, et nous n'allons nulle part de dangereux. L'alerte météo disait que la zone supérieure doit être évacuée. Nous serons de retour avant qu'il n'ait fini de fermer les remontées, a-t-il dit. 10 minutes pour monter, 10 minutes pour descendre. Molly a hésité. Elle voulait venir me trouver, je le sais, car elle s'est tournée vers le chalet et a levé une main comme pour faire un signe. Kota a suivi son regard. Même sur les images, je pouvais le voir regarder à travers la neige, vers l'endroit où je me tenais, attendant un ordre qui n'est jamais venu. Ma mère a passé un bras autour des épaules de Molly. Imagine le visage de ta mère quand elle verra Kota debout là où elle a grandi, a-t-elle dit. Tu veux que cela signifie quelque chose pour elle, n'est-ce pas? C'était le levier qu'ils ont utilisé, non pas l'imprudence de Molly, mais son amour pour moi. Elle a hoché la tête, a raccourci la laisse de Kota et l'a conduit vers la porte arrière. Mon père l'a ouverte avant qu'elle ne puisse changer d'avis. Kota a marqué une pause, les pattes avant à l'intérieur, et a regardé en arrière vers le chalet. Molly a tiré doucement sur la laisse. Allez, mon grand. Une dernière patrouille. Il est monté à côté d'elle. Le SUV a quitté la boucle de maintenance et a suivi la voie de service étroite vers la crête ouest. Quand papa a entré son code d'accès, la barrière métallique s'est levée dans la neige tombante. Une alerte météo rouge brillait sur le tableau de bord. Molly s'est penchée pour la lire, mais ma mère a tendu le bras et a fait disparaître l'avertissement avant que le message complet n'apparaisse. La barrière s'est abaissée derrière eux. La barrière a disparu derrière le SUV alors que mon père montait plus haut sur la crête ouest. Tout ce qui s'est passé pendant la demi-heure suivante m'est parvenu plus tard par fragments. Certains détails, Molly me les a racontés depuis son lit d'hôpital, d'autres, je les ai appris grâce aux traces de pneus, au registre de la barrière et aux brèves images laissées sur la carte vierge de son appareil photo. À ce moment-là, j'avais rejoué son trajet si souvent que je pouvais voir la route à travers ses yeux. La neige balayait le pare-brise en fines lignes rapides. La route de service se rétrécissait en montant entre des pins sombres, et les bâtiments près de la station principale s'effaçaient en contrebas. Molly était assise sur la banquette arrière, Kota à côté d'elle, une main posée sur son harnais rouge, tandis qu'elle cherchait du regard l'observatoire que ma mère avait promis. Ils ont passé un panneau en bois presque enseveli sous la neige. Ancien observatoire de la crête ouest, lisait-on, avec une flèche pointant vers un petit renfoncement sur la gauche. Molly s'est penchée en avant. C'était ça? Mon père a continué à conduire. Il y a une meilleure vue plus haut, a-t-il dit. Les arbres bloquent la montagne d'ici. Ma mère s'est retournée sur son siège et a souri. Ton grand-père connaît chaque angle de caméra sur cette crête.
Cette réponse a rassuré Molly pour une minute de plus. Elle voulait que les images soient belles. Elle voulait que je voie Kota debout dans un lieu lié à mon enfance et que je comprenne qu'elle avait fait ce voyage pour moi. La route est devenue plus accidentée. Des branches ployaient sous la neige fraîche, et le vent poussait la poudreuse sur les traces presque aussitôt que les pneus les avaient faites. Kota a bougé à côté d'elle, ses pattes arrière mettaient plus de temps à se stabiliser chaque fois que le SUV cahotait sur des ornières gelées. Molly a frotté la fourrure au-dessus de sa hanche. « On ne devrait pas le garder dehors longtemps, a-t-elle dit. Le froid le raidit. « Nous ne le ferons pas, a répondu ma mère. Juste une courte scène. Ils ont passé une structure basse en béton, construite à flanc de pente. Une porte métallique rouillée faisait face à la route, partiellement cachée derrière une congère. Au-dessus, un vieux panneau d'avertissement aux lettres rouges délavées disait « Personnel de maintenance autorisé uniquement ». Kota a levé la tête et a observé la structure jusqu'à ce qu'elle disparaisse derrière eux. Molly l'a remarqué, car il suivait rarement les bâtiments des yeux. Elle a regardé par la lunette arrière, mais la neige tombante l'a avalée presque immédiatement. Mon père a conduit encore un quart de mille avant de s'arrêter près d'une ligne d'arbres. Il n'y avait ni observatoire, ni rambarde, ni vue sur la montagne, seulement une étroite clairière au bord de la route et une pente blanche et raide descendant dans la forêt. « Ce n'est pas l'endroit de tes photos, a dit Molly. Les vieilles photos ont été prises avant que les arbres ne poussent, a-t-il répondu. Ma mère a ouvert sa portière. Le vent s'est engouffré dans le SUV, projetant de la neige sur les sièges. Donne-moi ton téléphone et ton appareil photo avant de sortir, a-t-elle dit. Les batteries mourront plus vite avec ce froid. Molly a resserré sa prise sur l'appareil. Je veux filmer Kota en train de marcher. Ton grand-père a un meilleur appareil dans le coffre. J'ai déjà réglé celui-ci. Le visage de ma mère a changé, non pas en colère, mais en blessure. C'était l'expression qu'elle avait utilisée avec moi tout au long de mon enfance, chaque fois que je remettais en question quelque chose qu'elle avait déjà décidé. Molly, nous t'avons amené dans un endroit spécial, même si la crête est fermée. Penses-tu vraiment que nous endommagerions ton appareil photo? Non, alors pourquoi discutes-tu? Molly a baissé les yeux. Elle avait 12 ans, debout entre deux adultes qu'on lui avait appris à respecter. Leur refuser quelque chose ressemblait moins à se protéger qu'à les accuser de quelque chose de terrible. Elle a tendu à ma mère l'appareil photo, puis son téléphone. La vraie carte mémoire restait à l'intérieur de la pochette d'identification de Kota. Papa est venu à la porte arrière et a aidé Kota à descendre. Le chien a atterri avec précaution, s'arrêtant le temps que ses pattes arrière s'ajustent à la neige. Molly est sortie après lui et a resserré sa capuche autour de son visage. Ma mère est restée près du SUV avec les appareils. Elle a retiré la batterie du téléphone de Molly et a glissé les deux objets dans son manteau. Molly n'a pas vu cela. Elle regardait mon père marcher vers le bord de la clairière. « Amène Kota ici », a-t-il appelé. « On va faire un essai d'abord. » Il lui a tendu son téléphone. L'application de l'appareil photo était ouverte, mais aucun indicateur d'enregistrement n'est apparu lorsqu'elle a appuyé sur l'écran. « Ça ne marche pas », a-t-elle dit. Je l'ai probablement verrouillé par erreur. Il a montré un groupe d'arbres plus bas sur la route de service. Marche avec lui jusqu'à ce repère et reviens. Je vais le réparer. Il n'y avait pas de repère. Molly ne voyait qu'un poteau tordu, partiellement couvert de neige. Elle a fait quelques pas avec Kota. Le vent lui pressait le dos et soulevait la poudreuse autour de ses bottes. Quand elle s'est retournée, mon père marchait déjà vers le SUV. Où allez-vous? Chercher le trépied. Et la couverture de Kota, a ajouté ma mère en ouvrant la porte passager. On revient dans 2 minutes. Molly est restée là où elle était, tenant le téléphone inutile de mon père. Elle les a regardés monter dans le SUV et s'attendait à ce que le véhicule fasse marche arrière vers elle. Le moteur a démarré. Un instant, il a fait exactement ce à quoi elle s'attendait, le SUV a reculé le long de la route et a tourné jusqu'à ce que les phares soient orientés vers le bas. Molly a supposé que papa avait besoin de place pour se repositionner. Puis il a accéléré. Grand-père. Le SUV a continué à descendre la route de service. Molly a couru après lui. Kota s'est mis en mouvement avec elle, mais son rythme était plus lent, et la laisse s'est tendue entre eux. Attendez. Mon père n'a pas freiné. Ma mère n'a pas ouvert sa porte ni regardé en arrière assez longtemps pour que Molly voie son visage. Molly a couru jusqu'à ce que ses bottes glissent sous elle.
Elle s'est rattrapée d'une main et a laissé tomber le téléphone dans la neige. Le temps qu'elle se relève, les feux arrière s'estompaient entre les arbres. Elle a saisi l'appareil et a appuyé sur le bouton d'appel d'urgence. L'écran est resté verrouillé, et l'icône de signal n'indiquait rien. Son propre téléphone était dans la poche de ma mère. Pendant plusieurs secondes, Molly s'est dit qu'ils étaient partis chercher de l'aide. Peut-être que la route était trop étroite pour faire demi-tour. Peut-être que le trépied était rangé quelque part en bas. Peut-être qu'ils s'attendaient à ce qu'elle reste immobile. Elle a de nouveau crié après eux. Seul le vent a répondu. La neige fraîche adoucissait les traces de pneus. Les deux lumières rouges sont apparues une fois de plus entre les arbres, puis ont disparu au-delà de la barrière de service. C'est à ce moment-là qu'elle a compris. Il ne reviendrait pas. Molly a commencé à descendre. Le chalet principal devait se trouver quelque part au-delà des arbres, et elle croyait que courir valait mieux qu'attendre. La panique a réduit la montagne à une seule pensée, trouver maman. Kota s'est placé devant elle et s'est arrêté. Allez, a-t-elle dit, essayant de le contourner. Il s'est déplacé avec elle, maintenant son corps en travers de la route. Ses oreilles étaient rabattues, et la neige commençait à s'accumuler le long de sa colonne vertébrale. Kota, on doit y aller. Il n'a pas obéi. Puis elle s'est souvenue de ce que je lui avais appris lors des randonnées hivernales. Ne cours jamais quand tu ne vois pas le chemin. Aller plus vite n'aide pas si chaque pas t'éloigne davantage de l'abri. Le vent vole la chaleur en premier, la panique vole le jugement en second, et les deux peuvent te tuer avant que le froid ne semble insupportable. Molly a regardé vers le bas. La route disparaissait déjà sous la neige. Si elle la quittait pour entrer dans les arbres, elle pourrait ne jamais la retrouver. Kota s'est tourné vers le haut à la place. Il a tiré doucement, en direction de la route que le SUV avait prise avant de s'arrêter. Pas plus profondément dans la forêt, mais en arrière, sur les traces qu'ils avaient déjà faites. Molly a suivi. Le vent lui frappait le visage alors qu'il montait. Le rythme de Kota est devenu inégal, et par deux fois, sa patte arrière gauche a glissé. Chaque fois, Molly s'est arrêtée pour le laisser retrouver son équilibre. « Tu peux me laisser ?» a-t-elle murmuré une fois. Kota l'a regardé, puis a continué vers l'endroit où il avait observé la vieille porte de maintenance. Le bâtiment utilitaire était plus loin que Molly ne s'en souvenait. La tempête changeait les distances, cachant les formes familières jusqu'à ce qu'elles soient presque à portée de main. Elle gardait une main sur le harnais de Kota, pour qu'aucun d'eux ne puisse disparaître aux yeux de l'autre. Au moment où la silhouette sombre a émergé de la neige, Kota respirait fort. Les murs en béton étaient à moitié enfouis, et la glace scellait le bas de la porte métallique. Molly a attrapé la poignée. Elle n'a pas bougé. Elle a tiré à nouveau, à deux mains. La porte est restée fermée. Derrière elle, la route avait disparu. Au chalet principal, j'ai fini de regarder dans la zone de location et j'ai vérifié mon téléphone à nouveau. Molly n'avait pas répondu à mes deux derniers messages. Je me suis dit qu'elle filmait encore près du sentier de maintenance, mais l'annonce météo a changé avant que je puisse l'atteindre. Une voix d'avertissement a ordonné à tous les visiteurs de retourner immédiatement au chalet. Je me suis tourné vers les râteliers à matériel, où Molly avait promis de me retrouver. Sa veste violette n'y était pas. Le harnais rouge de Kota non plus. C'est alors que les sirènes d'urgence ont commencé. Loin au-dessus de nous, Molly a regardé le vieux chien qui se tenait à ses côtés dans le voile blanc. Il savait que ça arrivait, a-t-elle dit. Au moment où mes parents m'ont rejointe, la première vague de visiteurs déferlait déjà vers le chalet principal. Des enfants pleuraient sous les sirènes. La patrouille de ski criait des instructions dans le vent, tandis que les employés tiraient des barrières devant les entrées des remontées. Ma mère a trébuché à travers la foule, les deux mains pressées sur sa bouche. Mon père suivait de près, respirant assez fort pour paraître convaincant. « Andrea » a-t-il dit en me saisissant les épaules. Molly a disparu. Les mots ont frappé plus fort, même si je savais déjà qu'elle était partie. « Où l'avez-vous vue » Papa a pointé du doigt la lisière et des arbres, au-delà du bâtiment de location. Kota s'est enfui vers les bois. Molly a couru après lui avant qu'on puisse l'arrêter. Maman a pris mon bras. Nous l'avons cherché, ma chérie. Nous sommes allés aussi loin que nous le pouvions, mais le vent est devenu trop dangereux. J'ai regardé les arbres, puis je les ai regardés. La panique me suppliait de courir dans la direction qu'ils indiquaient. L'entraînement m'a forcé à rester immobile,
assez longtemps pour poser les questions que la panique ne voulait pas entendre. Qu'est-ce que Molly portait? Maman a cligné des yeux. Son manteau violet. De quelle couleur était son pantalon de neige? Noir, a dit papa. Ils sont bleu marine. À quelle heure l'avez-vous vu pour la dernière fois? Il y a environ 10 minutes, a répondu maman. Papa a parlé presque en même temps, plutôt 20. Ils se sont regardés. J'ai gardé ma voix neutre. Qui avait son appareil photo? Elle, a dit papa. Maman a secoué la tête. Non, je crois qu'elle l'a laissé près des râteliers de location. Mes yeux se sont posés sur la place habituelle de Molly, à côté du râtelier. Son sac d'appareil photo avait disparu. Kota portait-il sa laisse? La main de papa s'est resserrée sur mon épaule. Andrea, ce n'est pas le moment pour un interrogatoire. C'est exactement le moment. La portait-il? Maman a répondu la première, je ne me souviens pas. Il avait la laisse rouge quand il est parti avec Molly, ai-je dit. L'a-t-elle laissé tomber? S'est-il libéré? Lequel d'entre eux est entré dans les arbres en premier? Papa a de nouveau pointé du doigt. Son doigt s'est légèrement déplacé vers une ouverture plus large entre les pins. Là. Maman s'est approchée et m'a entouré de ses bras avant que je puisse m'éloigner. J'ai peur aussi, a-t-elle murmuré. C'est ma petite fille. Son manteau était froid à cause de l'air, mais pas trempé. Ses gants étaient secs, à l'exception d'une fine couche de neige sur le bout des doigts. Le pantalon de papa était propre des genoux jusqu'en bas. Aucun des deux n'avait d'aiguilles de pin accrochées à leurs vêtements, ni de neige tassée autour de leurs bottes. Quiconque aurait cherché à travers ces arbres aurait ramené la moitié de la forêt avec lui. Je me suis dégagé de l'étreinte de maman. Pourquoi Molly ne porte-t-elle pas son appareil photo? La question a fait froncer les sourcils de papa. De quoi parles-tu? Vous avez dit qu'elle a couru dans les bois. Vous saviez qu'elle n'avait pas l'appareil autour du cou. Maman lui a jeté un regard. Peut-être l'ai-je remarqué avant qu'elle ne disparaisse. Vous venez de dire que vous pensiez qu'elle l'avait laissé près des râteliers de location. Avant qu'elle ne puisse répondre, Joël Reyes est arrivé à travers la foule avec 4 patrouilleurs. L'un portait une trousse médicale, un autre dépliait une carte sur un banc abrité par le mur du chalet. Joël m'a regardé. Nous avons besoin d'une dernière position connue. Papa s'est interposé et a posé sa main sur la carte. Le ravin est. Envoyez tout le monde là-bas. Joël a hésité. Les avez-vous vraiment vus entrer dans le ravin? Je les ai vus franchir la lisière des arbres. Le sentier inférieur mène vers l'est. Je me suis approché. Kota ne s'enfuit pas, papa s'est tourné vers moi. Tu n'étais pas là. Je l'ai entraîné. Il ne quitte pas sa position pour chasser un animal ou suivre une odeur au hasard. Il n'entraînerait pas Molly dans la forêt. Le visage de maman s'est décomposé en chagrin alors que plusieurs employés se rassemblaient autour de nous. Andrea, Kota est vieux, a-t-elle dit doucement. Tu l'aimes, mais tu n'as pas voulu admettre à quel point il est devenu confus. Il n'est pas confus. Tu ne peux pas le savoir. Il n'a jamais fait une chose pareille. Ça ne veut pas dire qu'il ne pourrait pas commencer aujourd'hui. Une femme près du bureau de location a regardé vers les arbres de l'Est avec une peur soudaine. Un des patrouilleurs a marmonné qu'un chien vieillissant aurait pu suivre un animal sauvage. Maman avait planté l'explication rapidement, et je l'ai vu se propager, car elle offrait à tout le monde quelque chose de simple à croire, un vieux chien s'est égaré, un enfant l'a suivi, une tempête est arrivée. Personne n'avait à se demander pourquoi mes parents mentaient. Joël a tapé sur la carte. Je vais envoyer 2 équipes dans le ravin et une le long de la limite inférieure. Andrea, tu peux venir avec moi. Une partie de moi voulait saisir ma mère par les épaules et la forcer à dire la vérité. Une autre partie imaginait déjà Molly seule quelque part au-dessus de nous, perdant sa chaleur pendant que je perdais du temps à discuter. J'ai choisi Molly. Lancer la recherche, ai-je dit. Mais préserver chaque enregistrement de caméra, journal de portail et registre d'accès des véhicules de la dernière heure. Ne laissez rien s'écraser. Papa m'a dévisagé. Pourquoi transformes-tu ça en enquête? Parce que nous devons savoir exactement où elle est allée. Nous savons où elle est allée. Non, vous nous avez donné une direction. Sa mâchoire s'est crispée. Chaque minute que tu passes à douter de nous est une minute que ta fille passe dehors. J'ai senti la cruauté de la phrase, mais je ne l'ai pas laissé m'atteindre.
Si elle s'est égarée, les registres confirmeront votre histoire. Joël a regardé mon père, puis moi. Des années de travail sous les ordres de Denis se lisaient dans la prudence sur son visage. Le système de portail conserve un historique local, a-t-il dit. Les caméras devraient toujours enregistrer. Alors protégez-les, maintenant. Papa s'est penché sur la carte. Cherchez d'abord, occupez-vous des ordinateurs plus tard. Joël a finalement fait un signe de tête à l'un des employés. Dis à la sécurité de ne rien supprimer ou réinitialiser. Verrouillez les 2 dernières heures d'image. Les yeux de mon père se sont durcis, mais il n'a pas défié Joël devant l'équipe de patrouille. Les groupes de recherche se sont mis en route en quelques minutes. Des vestes vives ont disparu entre les arbres de l'Est, tandis que la tempête estompait la montagne derrière eux. J'ai suivi Joël jusqu'à la zone de location, puis je me suis arrêté. Quelque chose dans l'itinéraire me semblait faux. Si Molly s'était tenue à côté des râteliers de location quand Kota s'est enfui, il y aurait dû y avoir des marques dans la neige. Des centaines de personnes avaient traversé la zone, mais des traces fraîches étaient encore visibles sur les bords, là où les employés n'avaient pas encore pelleté. J'ai parcouru la ligne depuis les râteliers jusqu'à l'ouverture que papa avait indiquée. Il y avait des bottes de ski, des bottes de neige d'adultes et les traces étroites d'enfants guidés vers le chalet. Je n'ai trouvé aucune empreinte claire correspondant aux bottes de Molly, et aucune trace de pattes d'un grand chien. Joël a appelé depuis la lisière des arbres. Andrea, tu viens. Donnez-moi 2 minutes. Les skis de Molly étaient toujours verrouillés dans le râtelier, exactement là où je les avais laissés ce matin. Ses bâtons se tenaient à côté. Elle aurait pu marcher dans les arbres en bottes de neige, mais Kota n'aurait pas pu traverser la zone ouverte sans laisser d'empreinte. La neige était trop fraîche. Je me suis tourné vers le côté maintenance du chalet à la place. Un adolescent employé à la location rassemblait des casques abandonnés dans un chariot. Son badge indiquait « Evan ». Je l'ai arrêté et lui ai montré une photo de Molly sur mon téléphone. « As-tu vu cette fille cet après-midi » Il a étudié l'écran. Elle filmait le chien. Où ? Près du sentier de maintenance. L'as-tu vu revenir ? Il a regardé vers mes parents. Ils se tenaient sous l'avancée du chalet, maman pressée contre le torse de papa, tous deux tournés vers les équipes de recherche au loin. Je l'ai vu avec la dame plus âgée, a dit Evan doucement. Ma mère ? Il a hoché la tête. Ils ont marché vers le parking. Le chien était avec eux. Molly était-elle contrariée ? Non, elle avait l'air excitée. Votre mère avait son bras autour d'elle. Sont-ils revenus ? Je ne sais pas. Un SUV sombre est parti de ce côté-là quelques minutes plus tard. Mon estomac s'est noué. Quelle direction ? Vers l'accès de service. Papa nous avait dit que Molly s'était enfuie du chalet principal. Maman avait dit qu'il l'avait suivie dans la forêt. Il n'y avait pas de traces. Les skis de Molly n'avaient jamais bougé. Et un témoin l'avait vu marcher volontairement vers leur véhicule. Il ne s'était pas trompé sur l'endroit où elle avait disparu. Ils avaient créé l'endroit où ils voulaient que nous cherchions. Loin au-dessus de la station, Molly, m'a-t-elle dit plus tard, se battait toujours contre la porte gelée de l'ancienne vanne. La poignée ne bougeait que de moins d'1 pouce avant que la glace ne la bloque à nouveau. Kota se tenait tout près derrière elle, protégeant ses jambes du vent autant que son corps le pouvait. Elle a regardé en arrière vers la route, mais les traces avaient déjà disparu. Continuer à monter signifiait quitter la seule structure qu'ils avaient trouvée. Descendre signifiait marcher à l'aveugle dans la tempête. Molly a accroché le mousqueton métallique de la laisse de Kota sous la poignée de la porte et a tiré jusqu'à ce que ses mains lui fassent mal. La glace a craqué, mais n'a pas cédé. Elle devait choisir, dépenser la force qui lui restait sur la porte, ou l'abandonner pour une route qu'elle ne pouvait plus voir. Au chalet principal, je suis retourné vers mes parents. Maman m'a vu arriver et a commencé à pleurer plus fort, construisant son expression avant que je ne l'atteigne. Je me suis arrêté à bout de bras. Pourquoi Molly a-t-elle quitté le chalet principal dans votre voiture ? Ma mère a cessé de pleurer pendant 1 seconde. C'était assez long pour que je voie le visage derrière la performance. Ma mère s'est vite reprise. Nous l'avons emmenée au parking parce qu'elle voulait un autre angle de Kota, a-t-elle dit. Puis elle est retournée vers le chalet. C'est la dernière fois que nous l'avons vue. Evan se tenait derrière moi, les 2 mains agrippées au chariot à casque. Il avait l'air effrayé, mais pas confus. Vous êtes parti dans le SUV,
ai-je dit. Papa s'est interposé. Andrea, les équipes de patrouille sont déjà dans les arbres. Chaque minute que tu passes à nous accuser est une minute où ils cherchent sans toi. Où est allé le SUV? Dans la boucle de maintenance. À quelle heure êtes-vous revenu? Je n'ai pas regardé ma montre. Vous avez donné une heure exacte à Joël quand vous avez prétendu que Molly s'était enfuie dans la forêt. Sa bouche s'est contractée. Maman a tendu la main vers la mienne, mais je me suis écarté. Elle est peut-être retournée chercher Kota après notre départ, a-t-elle dit. Kota était dans le véhicule avec elle. Joël, qui était revenu pour une autre batterie de radio, s'est arrêté à côté de nous. Maman a regardé Evan. Avez-vous vraiment vu le dog à l'intérieur? J'ai vu le harnais rouge par la vitre arrière. Papa s'est tourné vers lui. Tu travaillais à 15 mètres de là, en plein trafic. Je sais ce que j'ai vu. Alors tu devrais savoir qu'il ne faut pas distraire une mère dont l'enfant a disparu. Evan a baissé les yeux. Papa n'avait pas besoin de prouver qu'il avait tort, il lui suffisait de rendre le fait de dire la vérité dangereux. Je me suis placé entre eux. Evan, merci. Dis à la sécurité exactement ce que tu as vu. Ensuite, attends Joël. Papa a eu un rire sans joie. Tu donnes des ordres sur ma propriété maintenant? J'essaie de retrouver ma fille. Maman a regardé Joël avec une inquiétude mesurée. Andrea passe en mode commandement quand elle a peur. Après son retour de déploiement, elle a à peine dormi pendant des mois. Parfois, elle voit des menaces avant d'avoir tous les faits. Elle l'a dit doucement, ce qui le rendait plus cruel. Je ne me suis pas défendu. Chaque seconde passée à prouver que j'étais stable était une seconde où mes parents contrôlaient la conversation. Les faits sont simples, ai-je dit à Joël. Molly a été vue marchant vers leur SUV avec Kota. Leur véhicule est parti par le côté service. Ils nous ont dit qu'elle s'est enfuie du chalet principal dans le ravin. Ces deux histoires ne peuvent pas être vraies en même temps. La radio de Joël a crépité. Une équipe de l'Est a signalé aucune trace au-delà de la première lisière d'arbres. Papa a pointé la radio. Ils font leur travail. Laisse-les faire. Alors montrez-nous où est allée votre voiture. Dans la boucle de maintenance. Ouvrez le registre d'accès des véhicules. Il m'a dévisagé comme si je lui avais demandé d'avouer. Loin au-dessus de nous, Molly se battait toujours contre la porte gelée. Elle m'a dit plus tard qu'elle avait arrêté de tirer quand ses gants étaient devenus humides de neige fondue. Ma voix lui était revenue comme une instruction, un tissu mouillé contre la peau pouvait devenir plus dangereux que le froid. Elle a essuyé ses gants contre son manteau et s'est forcée à respirer lentement. Kota se tenait à ses côtés, la tête basse. La neige s'accrochait à son museau, et sa patte arrière gauche tremblait quand il déplaçait son poids. Molly a détaché le mousqueton métallique de sa laisse et l'a coincé sous la poignée gelée. Elle a enroulé la laisse autour de ses deux mains, a planté une botte contre le mur de béton et s'est penchée en arrière. La glace a craqué. Elle a tiré à nouveau. La neige gelée s'est détachée du joint inférieur, et la porte a bougé d'à peine 1 centimètre. Le vent a hurlé à travers la fente. Molly a repositionné le crochet et a tiré la porte vers l'intérieur. Kota ne pouvait pas l'ouvrir pour elle. Il ne pouvait que rester à ses côtés pendant qu'elle le faisait. La pièce au-delà était sombre et non chauffée, mais les murs arrêtaient le vent. Des tuyaux couraient le long d'un côté. Un banc en bois se tenait contre l'autre, avec une bâche de maintenance pliée en dessous. Molly a guidé Kota à l'intérieur et a forcé la porte à se refermer presque complètement. Le loquet ne s'enclenchant pas, elle a enroulé la poignée de la laisse autour d'un tuyau pour empêcher le vent de l'ouvrir. Une vieille boîte de premier secours contenait des bandages, une fine couverture de survie et un sifflet en plastique. Molly a étalé la bâche sur le sol avant de demander à Kota de s'allonger. Sa hanche était raide, mais il n'a pas bronché quand elle a vérifié sa patte. Il souffrait, mais n'était pas gravement blessé. Elle s'est assise à côté de lui et a tiré la couverture de survie autour d'eux. Kota s'est installé le plus près de la porte, le dos tourné vers la fente où l'air froid entrait. Molly n'a pas cessé de parler, car le silence rendait la tempête plus proche. J'aurais dû demander à maman, lui a-t-elle dit. Je voulais qu'elle pense que je pouvais faire quelque chose par moi-même. Kota respirait lourdement et tournait la tête chaque fois que sa voix changeait. Il ne comprenait pas la confession, il vérifiait seulement qu'elle était toujours là. Molly a fléchi ses doigts, bougé ses orteils et gardé sa respiration assez lente pour ne pas transpirer sous ses couches de vêtements.
Elle s'est souvenue que je lui avais dit que la survie était rarement un seul acte de bravoure. C'était une série de petites décisions qui empêchaient l'erreur suivante. Sa main a frôlé la pochette d'identification de Kota. La carte mémoire était toujours à l'intérieur. Jusque-là, elle avait cru que mes parents avaient pris l'appareil photo parce qu'ils voulaient cacher où ils avaient conduit. En tenant la pochette, elle a compris. La peur avait commencé plus tôt, à côté du SUV, quand Kota s'était assis et qu'elle avait enregistré la mallette métallique. Il l'avait abandonnée à cause de ce qu'elle avait vu. Au chalet, Joël s'est passé une main sur le visage. Le système de portail conserve un journal d'entrée locale, a-t-il dit. Mais le panneau d'administration nécessite le mot de passe du propriétaire. J'ai regardé papa. Donnez-le lui. Il a répondu, non, avant même que Joël ait fini de se tourner vers lui. Déni, si le SUV a franchi une porte contrôlée, le journal pourrait affiner la zone de recherche, a dit Joël. Mon véhicule n'a jamais quitté la boucle de maintenance. Alors le registre le confirmera. Papa a jeté un coup d'œil aux visiteurs rassemblés à l'intérieur du chalet. Des parents tenaient leurs enfants près d'eux, tandis que des employés distribuaient des couvertures et des boissons chaudes. Il ne s'adressait plus seulement à moi, il protégeait l'image d'un homme en contrôle. Le réseau de sécurité n'a rien à voir avec un enfant qui suit un chien dans les bois, a-t-il dit. Un enfant que vous prétendez avoir cherché. Maman s'est approchée de Joël. Ouvrir des systèmes privés pendant une urgence pourrait perturber les opérations. Déni essaie de maintenir tout le monde en sécurité. J'ai regardé ses bottes propres, puis les gants secs de papa. Il essaie de nous empêcher de voir où il est allé. La radio de Joël a de nouveau sonné. La deuxième équipe de l'EN n'avait trouvé aucun signe de Molly ou de Kota. Le vent effaçait leurs traces presque aussi vite qu'il pouvait les faire. Papa a saisi l'occasion. Envoyez plus de gens à l'est. Nous n'avons pas des équipes illimitées, a dit Joël. La visibilité se dégrade. Alors arrêtez de perdre du temps avec des ordinateurs. Un préposé au stationnement est entré précipitamment par l'entrée latérale. Joël avait envoyé la sécurité interroger tout le monde près du parking de service. J'ai vu le SUV de madame et il utilisait l'accès de service, a-t-il dit. La fille et le chien étaient à l'arrière. Le visage de papa a changé. Quelle route, ai-je demandé. Le véhicule a tourné au-delà de la boucle de maintenance. Papa l'a pointé du doigt. Vous avez vu un véhicule sombre dans une tempête de neige. Il avait votre autocollant d'accès. Maman a touché mon bras. Même si Molly a brièvement voyagé avec nous, cela ne veut pas dire que nous lui avons fait du mal. Nous l'avons déposée près du chalet, et elle a dû partir à la recherche de Kota après. Vous venez de dire que Kota était avec elle dans le véhicule. Je suis effrayé. Je mélange peut-être l'ordre des choses. Papa s'est tourné vers Joël. C'est ce qu'elle fait. Elle piège les gens dans les détails pendant que le vrai problème s'aggrave. Le vrai problème était Molly, et il était la seule personne à refuser le registre qui pourrait la localiser. Un grand-père qui cherche sa petite-fille ouvrirait tous les registres qu'il a, ai-je dit. Vous en protégez un. Son sang-froid a craqué. Il n'y avait rien sur la crête ouest qui vaille la peine d'être trouvé. Les gens les plus proches de nous se sont tus. Je n'avais jamais mentionné la crête ouest. En haut de la montagne, Molly a cru entendre un moteur. Elle a levé le sifflet et a soufflé jusqu'à ce que sa poitrine lui fasse mal, mais le vent a avalé le son. Au chalet, j'ai soutenu le regard de mon père et me suis tourné vers Joël. Ouvrez le journal de la barrière de la crête ouest, maintenant. Ou je dirai à tous les parents dans ce chalet que les propriétaires refusent de montrer où leur voiture est allée avec mon enfant à l'intérieur. Pendant plusieurs secondes, personne n'a bougé. Mon père avait dit, crête ouest, avant que l'un de nous ne l'ait nommé. Joël l'a regardé, puis moi, et j'ai vu le moment où la prudence a cédé la place à la responsabilité. Nous ouvrons le journal local, a dit Joël. Papa s'est avancé vers lui. Tu fais ça sans mon autorisation, et tu n'auras plus de travail quand la tempête sera finie. Le visage de Joël s'est crispé, mais il n'a pas détourné le regard. Un enfant a disparu. Je m'occuperai de mon travail plus tard. Il nous a conduits dans le petit bureau de sécurité derrière le bureau de location. La pièce sentait les manteaux mouillés et les appareils électroniques surchauffés. Une rangée de moniteurs montrait des stations de remontée mécanique, des allées de parking et des sections du chalet principal, floues à cause de la neige. Papa est resté près de la porte,
comme s'il pouvait encore contrôler ce que nous voyons en se tenant entre nous et le reste de la station. Maman est restée à côté de lui, les bras étroitement croisés sur sa poitrine. Joël a entré ses identifiants dans le système local. Quand l'historique d'accès est apparu, il l'a filtré pour la barrière de service de la crête ouest. La première ligne pertinente montrait le code de mon père ouvrant la barrière à 14h08 cet après-midi-là. La seconde montrait le même code la rouvrant à 14h33. J'ai fixé les heures. 25 minutes. Assez longtemps pour conduire Molly dans la zone fermée, prendre ses appareils, la laisser et revenir avant le début des sirènes. Joël a cliqué sur l'onglet de la caméra. L'enregistrement sautait de 14h05 à 14h17, puis sautait à nouveau avant le retour du véhicule. Pourquoi les images manquent-elles, ai-je demandé. Joël a secoué la tête. La caméra a peut-être perdu la connexion. Le contrôleur de la barrière conserve son propre journal, donc cet enregistrement est resté. Papa s'est avancé. J'ai vérifié le problème de maintenance, c'est tout. Pourquoi ne nous l'avez-vous pas dit quand Molly a disparu? Parce que ça n'avait rien à voir avec elle. Vous êtes passé par une barrière fermée quelques minutes avant sa disparition. Elle n'était pas dans le véhicule. Maman a rapidement hoché la tête. L'employé du parking a vu un manteau à travers la neige et a supposé que c'était Molly. Il s'est trompé. Joël est passé à la caméra du parking. L'image était granuleuse et partiellement bloquée par un poteau de soutien couvert de neige. Un SUV sombre a traversé le cadre. Par la vitre latérale arrière, une tache de violet est apparue derrière le siège du conducteur. À côté, il y avait la forme indubitable de la tête et des oreilles droites de Kota. Ma mère a fixé le moniteur sans parler. Je me suis tourné vers Joël. Déplacer la recherche sur la crête ouest. Il n'a pas répondu immédiatement. Ses yeux se sont portés sur une carte météo sur le deuxième écran. La route de service est fermée, a-t-il dit. Le vent en altitude a augmenté. La visibilité est inférieure à 15 mètres par endroit, et la pente au-dessus de l'ancienne route d'accès est devenue instable. Ma fille est là-bas. Je crois qu'elle y est peut-être, mais envoyer une équipe complète pourrait créer plus de victimes. Si cette pente se détache, nous perdons tout le monde sur la route. Je me suis forcé à ne pas exiger ce qu'il ne pouvait pas donner en toute sécurité. Joël connaissait la montagne et commandait l'équipe de patrouille. Mon travail était de m'assurer que sa décision incluait la vérité. Leur SUV est entré sur la crête ouest avec Molly et Kota à l'intérieur, ai-je dit. Il est revenu sans eux. Il n'y a pas de traces menant du chalet principal au ravin. Mes parents ont envoyé toutes les équipes de recherche loin du seul itinéraire confirmé. Quel que soit le risque. C'est sur la crête ouest que pointe l'épreuve. Joël a de nouveau regardé le moniteur. Papa m'a bousculé. Tu n'enverras pas des gens là-haut sur la base du nombre et de sa paranoïa. La voix de Joël est restée contrôlée. J'enverrai un chasse-neige avec une équipe limitée le long de la route de service. Personne ne quitte le véhicule sans une raison confirmée. Cette machine pourrait déclencher une avalanche, a dit papa. Tu pourrais tuer 4 personnes en essayant de trouver quelqu'un qui n'est pas là. Je lui ai fait face. Comment es-tu si certain que Molly n'est pas là? Ses yeux se sont détournés. Maman s'est interposée et a baissé la voix. Andrea, pense à ce que tu fais. Si cela se transforme en une enquête officielle, Timber Ridge pourrait être fermé pendant des mois. Ma fille a disparu. Des centaines de personnes dépendent de cette station. Ils ont des hypothèques et des enfants. Si tu nous accuses publiquement, et que tu as tort, toute la ville se souviendra de qui a détruit leurs emplois. Elle essayait toujours de faire en sorte que les conséquences de leur choix m'appartiennent, à moi et à Molly. De quoi se souviendra-t-elle si elle survit, ai-je demandé. Maman a tressailli au mot « survie ». Tu te fais peur toute seule. Tu imagines toujours le pire scénario possible. Non. Je regarde l'itinéraire que votre voiture a pris. Si Timber Ridge ferme, Molly vivra avec ce que sa mère a causé. J'avais entendu des versions de cette phrase toute ma vie. Si je parlais, quelqu'un perdait son travail. Si je refusais, la famille souffrait. Si je disais la vérité, j'étais responsable de ce que la vérité exposait. Cette fois, il ne restait plus aucune hésitation en moi. Molly n'a pas mis ses emplois en danger, ai-je dit. Vous, si. Joël a appelé 2 patrouilleurs dans le bureau.
Il a assigné Léa Morrison au soutien médical et Tom Brigg à l'observation de l'itinéraire. Puis il a dit à la sécurité de garder papa et maman à l'intérieur du chalet principal jusqu'à ce que les forces de l'ordre puissent atteindre la station. Papa a ri froidement. Vous n'avez aucune autorité pour nous retenir. Je ne vous retiens pas, a répondu Joël. Je vous dis que partir pendant un sauvetage actif sera documenté. La pièce a éclaté en mouvement. Les radios ont été vérifiées, les trousses médicales scellées et les chaînes fixées autour des pneus du chasse-neige. Je me suis tenu près de la porte pendant que Joël examinait l'itinéraire. De l'autre côté du chalet, maman a tiré papa près d'elle. Leur visage était partiellement détourné, mais j'ai vu l'urgence dans sa posture. Elle a chuchoté quelque chose. La tempête et les voix environnantes ont avalé la plupart des mots, mais j'en ai attrapé 4, déplace les mallettes avant la patrouille. Papa a jeté un coup d'œil vers le bureau de sécurité. Maman a continué, plus bas. J'ai seulement entendu la fin, point la vieille cabane. Avant que je ne puisse les atteindre, un employé a poussé un chariot de fourniture entre nous. Papa et maman se sont séparés. Il s'est dirigé vers le couloir du personnel, tandis qu'elle se dirigeait vers les toilettes publiques. Joël, ai-je appelé. Ils partent. Il a parlé dans sa radio et a dit à la sécurité de surveiller les 2 sorties. Puis il m'a regardé. Nous devons y aller, maintenant. Le chasse-neige attendait au-delà du hangar à matériel, son moteur vibrant à travers le sol. Joël a pris la place du conducteur, Tom s'est assis à côté de lui avec la carte de l'itinéraire, tandis que Léa et moi nous sommes attachés à l'arrière. Dès que nous avons quitté la zone de base, la station a disparu derrière un mur blanc. Les phares créaient un court tunnel à travers la neige soufflée, tout ce qui se trouvait au-delà était un mouvement sans forme. La machine a grimpé péniblement, tandis que le vent frappait la carrosserie métallique assez fort pour que Léa jette un coup d'œil vers la pente. Joël a maintenu une vitesse basse et a suivi les balises de service, une par une. Quand un poteau apparaissait dans les phares, Tom confirmait le numéro avant que nous ne continuions. Je n'avais pas emprunté cette route depuis des années, mais les virages me sont revenus avant les points de repère, un virage serré près d'un ancien fossé de drainage, une section plate où la crête bloquait le vent d'ouest. Puis le court renfoncement menant à l'observatoire que maman avait mentionné à Molly. Nous l'avons dépassé. C'était le vieil observatoire, ai-je dit. Joël a regardé la carte. Le registre de la barrière nous dit seulement que le véhicule est entré, il ne montre pas jusqu'où. Mon père avait dit à Molly qu'il l'emmenait là. S'il l'avait dépassé, il ne l'avait jamais amené à l'observatoire. La route s'est rétrécie au-delà du renfoncement. Mes mains étaient si crispées que les gants me faisaient mal aux doigts. J'ai essayé d'imaginer Molly dans le voile blanc, sans laisser l'image devenir plus grande que les faits, elle avait des vêtements d'hiver appropriés, Kota était avec elle, la route de service comportait plusieurs anciennes structures de maintenance. Ces choses comptaient. La peur ne voulait qu'une seule conclusion, j'avais besoin de toutes les possibilités qui la maintenaient en vie. Une balise délavée est apparue au bord de la route et a disparu derrière nous. Arrête, ai-je dit. Joël a ralenti mais n'a pas stoppé. Que as-tu vu? Il y avait une vanne en dessous de cette section. Mur en béton, porte en métal. Elle contrôlait l'ancienne ligne de fabrication de neige. Tom a vérifié la carte. Rien n'est marqué ici. Elle a été retirée des cartes des visiteurs il y a des années. Le bâtiment est peut-être toujours là. Joël a regardé vers le côté inférieur de la route. La pente plongeait dans la neige soufflée, et aucune structure n'était visible. On ne peut pas voir à 10 mètres en bas, a-t-il dit. Molly m'a dit plus tard qu'à l'intérieur de la vanne, le moteur est devenu plus qu'un son lointain. Les tuyaux ont commencé à vibrer faiblement avant qu'elle ne puisse entendre clairement le chasse-neige. Kota a levé la tête. Il était couché près de la porte, le dos contre la fente froide. Quand la vibration a atteint le sol, il s'est redressé. Sa patte arrière gauche tremblait, mais son attention s'est aiguisée. Molly a porté le sifflet en plastique à sa bouche et a soufflé. Le son semblait fort à l'intérieur de la pièce en béton, mais à l'extérieur, il a disparu dans la tempête. Elle a réessayé, puis a saisi une barre de métal qui traînait près du mur. Elle l'a frappé contre l'un des tuyaux. L'impact a résonné à travers le bâtiment. Dans le chasse-neige, j'ai cru entendre quelque chose sous le bruit du moteur. Arrête le véhicule. Joël a ralenti davantage. Coupe-le, ai-je dit. Il a regardé vers la pente. Si on s'arrête ici,
redémarrer dans ce vent pourrait être difficile. J'ai entendu quelque chose. Tom a ouvert sa ventilation latérale une seconde, puis l'a refermée contre la neige. J'ai seulement entendu la chenille. S'il te plaît. Joël a coupé le moteur. Le silence soudain a semblé énorme. Le vent se déplaçait autour du chasse-neige, poussant la poudreuse contre les vitres. Nous avons tous les quatre écouté. Au début, il n'y avait rien. Puis est venu un faible choc métallique, de quelque part en dessous de la route. Léa s'est redressée. Là. Un autre choc a suivi, plus faible que le premier. J'ai attrapé le loquet de la porte, mais Joël a saisi mon bras. Attends. On confirme la direction avant que quiconque ne sorte. Nous avons écouté à nouveau. Le vent s'est levé et a enterré tous les sons pendant plusieurs secondes. Je n'ai entendu que ma propre respiration. Puis, 3 aboiements sont parvenus à travers le voile blanc, espacés régulièrement et indubitables. Kota. J'ai ouvert la porte avant que Joël ne puisse m'arrêter et j'ai mis le pied dans la neige au-dessus de mes chevilles. Le vent a failli me faire basculer, mais les aboiements ont repris, d'en dessous de la route. À travers le blanc mouvant, j'ai vu une forme sombre encastrée dans la pente. Une porte en métal tremblait sous les coups de quelque chose de l'autre côté. Joël m'a rejointe avant que je ne puisse faire un deuxième pas sur la pente. Il a attrapé l'arrière de ma veste et m'a tiré contre le chasse-neige. « Tu n'y vas pas seul » a-t-il dit. « On sécurise l'approche d'abord. » Chaque instinct en moi voulait courir vers la porte qui tremblait, mais le sol en dessous de la route était caché sous la neige fraîche. Un fossé de drainage traversait la pente quelque part entre nous et la vanne, et un pas imprudent pouvait blesser une autre personne. Molly avait besoin de nous. Tom a ancré une corde au chasse-neige pendant que Léa vérifiait la pente. Joël nous a attachés, puis a mené la descente, un pas mesuré à la fois. Les aboiements ont cessé à mesure que nous approchions. Cela m'a effrayé plus que la tempête. « Kota » ai-je appelé. C'est Andrea. Quelque chose a frappé la porte en métal de l'intérieur. Un aboiement rauque a suivi, puis la voix de Molly. Je n'ai pas pu comprendre les mots, mais c'était la sienne. Le bas de la porte était enfoui dans la neige tassée. Joël l'a dégagée pendant que je retirais la glace de la poignée. La porte a bougé de moins d'1 centimètre et s'est arrêtée. Elle est attachée de l'intérieur, a-t-il dit. Molly l'avait sécurisée contre le vent. Joël a élargi l'ouverture pendant que je passais la main à travers. Mon gant a touché la laisse de Kota, enroulée autour d'un tuyau intérieur. Tom a passé un coupe-sangle. J'ai tranché le tissu près de la poignée, et Joël a tiré à nouveau. Une forme sombre a surgi dans l'ouverture. Kota s'est planté entre nous et la pièce, les épaules basses malgré le tremblement de ses pattes arrière. Il n'a pas grogné, mais je connaissais cette posture, il était épuisé, souffrant, et gardait toujours la personne derrière lui. Kota, plus haut, ai-je dit, utilisant l'ancien ordre qu'il avait autrefois ramené à mes côtés à travers le bruit et la fumée. Ses oreilles se sont tournées vers moi. Ses yeux ont trouvé les miens, mais il n'a pas bougé. C'est moi. Tu as fait ton travail. Rond. Il a regardé en arrière, dans la pièce. Joël et moi avons forcé la porte plus largement. Je me suis baissé sous la tête de Kota et j'ai vu Molly, recroquevillée contre le mur sous une couverture de survie. Son visage était pâle, mais ses yeux étaient ouverts. Je suis tombé à genoux et j'ai pressé 2 doigts contre son cou. Son pouls était rapide, mais présent. Quand j'ai touché sa joue, elle s'est penchée contre ma main. Ce n'est qu'alors que Kota s'est affaissé à côté de nous. Les doigts de Molly se sont refermés sur ma manche. Sont-ils revenus, a-t-elle demandé. La question a fait plus mal que n'importe quelle accusation. Elle avait attendu dans cette pièce les gens qui lui avaient promis 2 minutes et l'avaient laissé à la tempête. Non, ai-je dit. Mais moi, oui. Ses yeux se sont fermés brièvement. J'ai appelé son nom jusqu'à ce qu'elle les rouvre. Léa est entrée avec la trousse médicale et a pris le contrôle avant que le soulagement ne me rende imprudente. Elle a vérifié la respiration de Molly, ses pupilles et la température de sa peau, puis l'a enveloppée d'une autre couche isolante. Ne la laissez pas se lever, a-t-elle dit. On la déplace lentement. Molly a essayé de se redresser. Kota est blessé. Nous le vérifions aussi. Tom s'est accroupi près du chien. Kota a tenté de se lever quand il a touché le harnais, mais ses pattes arrière n'ont pas réussi à se redresser complètement.
Il est retombé avec une respiration forcée. La peur s'est divisée en moi. J'avais trouvé ma fille vivante, et dans le même instant, j'ai compris que Kota avait peut-être dépensé tout ce qu'il avait pour la garder ainsi. Tom a examiné ses pattes et ses hanches. Pas de fracture évidente. Il a froid et il est épuisé. La hanche est douloureuse, mais il a besoin d'un examen vétérinaire. Molly a tendu la main par-dessus la couverture et a agrippé le harnais de Kota. Il reste avec moi. Nous avons besoin de place pour te porter, a dit doucement Léa. Il reste où je peux le voir. J'ai regardé Léa. Nous les déplaçons ensemble. Tom a préparé une litière de transport pour Kota, tandis que Joël et moi avons soulevé Molly sur le traîneau de sauvetage. Sa main est restée enroulée autour du harnais jusqu'au dernier moment possible. Alors que j'ajustais la couverture près du cou de Kota, j'ai remarqué la pochette d'identification. Le bouton pression était toujours fermé. Quelque chose de ferme reposait sous la carte d'urgence, mais je ne l'ai pas ouverte. Ce que Molly avait caché pouvait attendre. Sa respiration, non. À l'intérieur du chasse-neige, la chaleur a commencé à s'accumuler lentement. Léa m'a averti de ne pas réchauffer Molly trop vite. J'ai tenu ses mains entre les miennes pendant qu'elle la surveillait. Molly parlait par bribes. Grand-mère a pris mon téléphone. Et la caméra. Grand-père a dit qu'il avait besoin du trépied. Ils sont partis. J'en sais assez pour l'instant. Tu es en sécurité. Elle a secoué la tête. Il savait pour la tempête. L'avertissement était sur l'écran de la voiture. Grand-mère l'a enlevé. Joël l'a entendu depuis le siège du conducteur. Ses mains se sont crispées sur le volant. Molly a regardé vers Kota. Il était allongé sur la litière rembourrée, la tête tournée vers elle. La boîte, a-t-elle chuchoté. Dans la voiture de grand-mère. Kota s'est assis. À cause de la boîte. Léa a touché son épaule. Plus maintenant. Garde tes forces. Les yeux de Molly ont trouvé les miens. Je te crois, ai-je dit. Tu n'as rien à prouver. Joël a redémarré le moteur. Pour la première fois depuis les sirènes, je me suis permis de sentir la forme de la main de Molly dans la mienne. Elle était vivante, mais nous n'avions pas gagné. Elle avait froid et peur. Kota pouvait à peine se tenir debout. Mes parents étaient toujours entourés de gens qui ne savaient pas ce qu'ils avaient fait. Avant que le chasse-neige n'ait avancé de 6 mètres, un autre moteur a retenti au-dessus de nous. Joël s'est arrêté et a appelé le canal de la patrouille. Personne n'a répondu depuis la crête supérieure. Il n'y a pas de deuxième chasse-neige de sauvetage affecté à la crête ouest, a-t-il dit. Par la fenêtre latérale, 2 lumières sont apparues plus haut sur la route de service. Elles se déplaçaient vers l'ancienne zone de stockage, au-delà de la vanne. Joël a regardé Tom. Qui a encore accès au hangar à matériel? Denny, Paula et la maintenance supérieure. Mes parents avaient reçu l'ordre de rester au chalet principal. Au lieu de cela, pendant que tout le monde croyait que Molly était peut-être en train de mourir, ils avaient pris une autre machine pour retourner sur la crête fermée. Pas pour chercher là où ils l'avaient abandonnée. Les lumières se déplaçaient vers l'ancienne cabane de stockage. Ils ont entendu que nous changions la zone de recherche, ai-je dit. Ils sont revenus pour récupérer ce qui se trouve dans ce bâtiment. Joël a appelé la sécurité de la base par radio. Denny et Paula avaient disparu par des couloirs de service séparés quelques minutes plus tôt. Un chasse-neige utilitaire manquait également. Léa a regardé Molly. Elle doit descendre, maintenant. Je vais avec elle. Joël s'est retourné sur son siège. S'ils enlèvent ce qui se trouve dans cette cabane, nous perdrons peut-être la raison pour laquelle ils ont fait ça. Tom peut emmener Molly et Kota directement à l'infirmerie. Léa reste avec eux. J'ai regardé Molly. Chaque partie de moi refusait de la quitter des yeux à nouveau, mais mes parents nous imposaient un autre choix. Molly a serré ses doigts autour des miens. Vas-y, a-t-elle dit lentement. Ils sont revenus pour la caméra. Tu n'as pas à y penser. Ils l'ont cassé avant de partir. Ils diront que j'ai tout imaginé. Je me suis penché près d'elle. Tu descends avec Léa et Tom. Kota va avec toi. Personne ne vous sépare, et personne ne t'interroge avant mon arrivée. Joël a répété l'instruction par radio et a ordonné que l'infirmerie soit fermée à tout le monde, sauf au personnel médical et aux forces de l'ordre.
Ce n'est qu'alors que j'ai relâché la main de Molly. Le chasse-neige a tourné pour descendre, avec Molly et Kota attachés ensemble à l'intérieur. Joël et moi sommes restés avec un deuxième patrouilleur qui nous avait rejoint depuis le point de contrôle inférieur. Encordés, nous avons suivi les lumières vers la cabane de stockage. L'autre chasse-neige s'était arrêté à côté du bâtiment. Sa benne nous faisait face. Mon père se tenait à la porte ouverte du hangar, tandis que ma mère tenait une lampe de poche. Ensemble, ils ont traîné une mallette noire verrouillée à travers le seuil. Puis le vent a tourné. Dans la benne, derrière eux, sous une bâche de maintenance, j'ai vu l'appareil photo de Molly. Son écran était brisé, et le boîtier avait été écrasé, comme si quelqu'un l'avait piétiné encore et encore. Joël a levé un bras et a crié dans le vent. « Denny, Paula, éloignez-vous de la mallette. » Mon père s'est tourné vers nous sans lâcher la poignée en métal. Ma mère a baissé la lampe de poche, et pendant une seconde, aucun d'eux n'a semblé surpris de me voir. Ils avaient l'air d'avoir été interrompus. Papa s'est redressé. Nous sommes revenus pour trouver Molly. Elle a été trouvée en dessous de la route de service, a dit Joël. Cette cabane est dans la direction opposée. Nous vérifions chaque structure, a répondu rapidement maman. Nous pensions qu'elle aurait pu atteindre celle-ci. J'ai regardé la mallette verrouillée entre eux, puis l'appareil photo brisé dans le chasse-neige. Vous ne cherchez pas, ai-je dit. Vous retirez quelque chose d'un bâtiment que vous avez dit à tout le monde n'avoir aucune importance. La prise de papa s'est resserrée sur la mallette. Tu ne comprends pas ce que tu regardes. Alors laissez-la où elle est. Maman s'est approchée de moi, en faisant attention de ne pas dépasser la main levée de Joël. Il y a peut-être du matériel dangereux dans ce bâtiment, a-t-elle dit. Nous ne pouvions pas permettre à une équipe de sauvetage sans formation de le déranger. Joël a jeté un coup d'œil au panneau de stockage délavé. Cette structure n'est pas répertoriée sur la carte des opérations actuelles. Pourquoi du matériel dangereux est-il stocké dans une cabane non signalée? Papa a répondu sans hésitation. Mark Ellis s'occupait de cet inventaire. Mark est en congé maladie, a dit Joël. Cela n'efface pas les décisions qu'il a prises avant de partir. La mallette reposait à moitié dans la benne du chasse-neige. De la neige fraîche couvrait le dessus, mais le bord inférieur était propre, là où elle venait de traverser le sol de la cabane. Je ne l'ai pas touché. Ce qu'il y avait à l'intérieur appartenait à des personnes formées pour l'identifier et le sécuriser, pas à une mère essayant de prouver que ses parents avaient tenté de tuer son enfant. N'ouvrez et ne déplacez rien d'autre, ai-je dit. Joël, appelle le shérif et l'unité d'État compétente. La cabane, le chasse-neige et tout ce qui s'y trouve doivent rester exactement tels quels. Papa a eu un rire amer. Tu es de retour sur cette montagne depuis un jour, et maintenant tu penses que tu en es responsable? Non. Je pense que Molly a failli mourir parce que vous croyez l'être. Joël a appelé la base par radio et a demandé les forces de l'ordre, un transport médical et du personnel qualifié pour sécuriser la zone de stockage. Puis il a ordonné à mes parents de poser la clé du chasse-neige par terre. Papa l'a ignoré et s'est dirigé vers la porte du conducteur. Le chasse-neige de sauvetage bloquait la route étroite en contrebas. Au-dessus de nous, la route de service disparaissait dans les congères et un terrain instable. Il ne pouvait pas avancer sans risquer la pente, et il ne pouvait pas faire marche arrière au-delà de la machine de Joël. Il n'y avait nulle part où aller. Donne-moi la clé, a répété Joël. Papa s'est arrêté, une main sur la porte. Ma mère a regardé dans la benne et a semblé réaliser tout ce qu'ils avaient laissé à la vue de tous. Outre l'appareil photo cassé de Molly, son téléphone gisait sous la bâche, avec le couvercle arrière retiré et la batterie manquante. L'un de ses gants violets avait été poussé contre la paroi latérale. Près du siège du conducteur se trouvait l'appareil portable que papa avait utilisé pour entrer sur la crête ouest. J'ai montré le gant. Vous avez dit que Molly n'était jamais dans ce véhicule. Maman l'a regardé comme si elle ne l'avait jamais vu auparavant. Nous avons trouvé ces choses sur la route, a-t-elle dit. Nous pensions qu'elle pourrait montrer dans quelle direction elle était allée. L'appareil photo était sous la bâche avant que suffisamment de neige ne s'accumule pour couvrir la benne. Il n'est pas tombé là pendant que vous cherchiez. Tu ne peux pas le savoir. Je sais que vous avez pris son téléphone. Molly me l'a dit. Pour la première fois, le visage de ma mère a perdu toute expression. Papa a retiré la clé du contact et l'a jetée dans la neige, près des bottes de Joël. Tu veux tout détruire parce que tu es en colère, a-t-il dit.
Tu n'as aucune idée de ce qu'il faut pour faire fonctionner une montagne. Chaque hiver, ce sont les salaires, les assurances, les inspections, le carburant, la météo, et une seule erreur qui peut fermer les portes pour de bon. Une erreur. Ses yeux se sont posés sur la mallette noire. Un mauvais après-midi. La phrase s'est installée entre nous, plus lourdement que la tempête. La terreur de Molly, l'épuisement de Kota, les heures passées à chercher sur la mauvaise crête, et la possibilité que je n'aurais peut-être jamais retrouvé ma fille était devenue un mauvais après-midi, dans l'esprit de mon père. Cet après-midi, c'était la vie de ma fille, ai-je dit. Maman s'est approchée pendant que Joël récupérait la clé. Andrea, s'il te plaît, écoute. Avant que des étrangers n'arrivent et transforment ça en quelque chose que nous ne pourrons plus effacer. C'est vous qui l'avez emmené là, quand vous avez abandonné Molly. Sa voix s'est adoucie jusqu'à devenir presque tendre. Timber Ridge peut couvrir toutes les dépenses médicales. Nous pouvons créer un fonds pour son éducation, et nous assurer qu'elle ne se soucie jamais d'argent. Il te suffit d'expliquer que le temps a changé plus vite que prévu, et que tout le monde est devenu confus. Il n'avait pas encore reçu de rapport médical complet. Ma mère ne savait pas si Molly aurait des blessures permanentes, si Kota remarcherait normalement, ou si ma fille se réveillerait en hurlant pour le reste de son enfance. Elle calculait déjà le prix d'une autre histoire. Il n'y a rien à discuter, ai-je dit. Toute communication future passera par les enquêteurs. Tu es sa mère. Tu devrais penser à son avenir. Je le suis. C'est pourquoi vous n'achèterez jamais son silence. La première équipe des forces de l'ordre nous a rejoints avec une autre unité de patrouille moins de 15 minutes plus tard. Joël leur a donné la clé, les informations de la barrière et une brève description de ce que nous avions trouvé. Je n'ai répondu que sur ce que j'avais personnellement vu. Je n'ai pas spéculé sur la mallette ni répété le récit fragmenté de Molly comme s'il s'agissait d'une déclaration formelle. Mes parents ont été escortés séparément en bas. Maman a continué à appeler mon nom jusqu'à ce que la tempête avale sa voix. Je n'ai ressenti aucune victoire en les regardant partir. J'ai seulement ressenti le poids de toutes les chances qu'on leur avait donné de faire demi-tour, et de la manière délibérée dont ils avaient rejeté chacune d'elles. Le trajet jusqu'à l'hôpital du comté a pris moins d'1 heure, bien qu'il ait semblé plus long que toute la recherche. Au moment où je suis arrivé dans la chambre de Molly, ses vêtements extérieurs mouillés avaient été retirés et des couvertures chaudes la couvraient jusqu'aux épaules. Sa couleur était meilleure, mais elle tremblait encore par petites vagues. Une infirmière m'a prévenu que l'épuisement, la confusion et la peur pouvaient persister même après que sa température se soit stabilisée. Kota avait été transporté dans une clinique vétérinaire d'urgence voisine. Tom a appelé pour dire que l'examen montrait un épuisement sévère et une inflammation accrue de sa hanche arthritique, mais pas de fracture ou de blessure interne majeure. Il aurait besoin de fluides, de médicaments, de chaleur et de repos. Molly a écouté depuis le lit. Il reviendra dès que le vétérinaire le dira. Ses yeux se sont fermés de soulagement, puis se sont rouverts. Mon appareil photo. Je me suis assise à côté d'elle et j'ai pris sa main. Ils l'ont cassé. Elle a dégluti. Alors personne ne croira pourquoi Kota s'est assis. Moi, je te crois. Ce n'est pas la même chose que de le prouver. Elle a regardé vers la chaise où reposait le harnais rouge de Kota, dans un sac d'hôpital transparent. Une infirmière l'avait retiré avant qu'il ne parte à la clinique. La poche, a-t-elle dit. J'ai apporté le harnais jusqu'à elle. Ses doigts étaient encore raides, alors j'ai ouvert la pochette d'identification pendant qu'elle regardait. Derrière la carte d'information d'urgence de Kota se trouvait une carte mémoire, pas plus grande que l'ongle de mon pouce. Molly a expiré un souffle qu'elle semblait retenir depuis la crête ouest. Je les ai échangés quand grand-mère a posé des questions sur la sauvegarde, a-t-elle dit. Je pensais qu'elle voulait seulement la vidéo. J'ai refermé ma main sur la carte. Tu en as fait assez. Tu n'as pas apporté le reste. Une enquêtrice du comté est arrivée après que le médecin ait autorisé une brève conversation. Je lui ai donné la carte mémoire, sans la copier ni envoyer les images à quiconque. Joël nous a rejoints par vidéo depuis Timber Ridge, pendant que l'enquêtrice ouvrait le fichier sur un ordinateur portable de preuve. La première image montrait Kota assis à côté du SUV de ma mère. Puis mon père a traversé le cadre, portant la mallette verrouillée. La voix de ma mère est parvenue clairement à travers le microphone, l'identifiant de marque fonctionne toujours. Il nous faut juste la crête ouverte jusqu'à dimanche. J'ai regardé l'enregistrement une fois. C'était suffisant.
Molly n'avait pas été abandonnée parce que mes parents avaient paniqué face à un acte imprudent. Ils cachaient quelque chose bien avant notre arrivée, et quand Kota en a exposé une partie, ils ont choisi d'éliminer l'enfant qu'il avait enregistré. L'enquêtrice est sortie dans le couloir et a passé plusieurs appels. Quand elle est revenue, la voix fatiguée d'un homme est parvenue par le haut-parleur de son téléphone. Il s'est identifié comme Mark Ellis. « Je suis en traitement depuis près de 3 semaines, a-t-il dit. Je ne me suis pas connecté au système de Timber Ridge ni signé de registre d'inventaire pendant cette période. » L'enquêtrice a demandé pourquoi la crête ouest avait été initialement fermée. Il y a eu une pause. Je l'ai fait fermer parce qu'une mallette n'a jamais été retrouvée. J'ai regardé Molly, endormie sous la couverture de l'hôpital. Mes parents n'avaient pas simplement caché des papiers. Ils avaient su qu'il y avait un danger non identifié quelque part sur la crête où ils l'avaient laissé pour mourir. Molly est restée en observation pendant 2 nuits après la tempête. Sa température est revenue à la normale, mais le rétablissement ne s'est pas fait d'un coup. Elle se fatiguait après quelques phrases, sursautait chaque fois qu'un chariot passait bruyamment devant sa porte, et s'est réveillée une fois, convaincue qu'elle pouvait entendre les sirènes de la crête ouest. Je suis resté à ses côtés chaque fois que les médecins le permettaient. Quand les enquêteurs avaient besoin de moi, ils venaient dans une petite salle de consultation au bout du couloir, pour que Molly n'ait pas à regarder des adultes transformer sa terreur en preuve. Dès le 2e après-midi, les pièces ne ressemblaient plus à des erreurs distinctes. Mark Ellis avait marqué une mallette comme non retrouvée avant de commencer son congé maladie. Son avertissement initial stipulait que la crête ouest devait rester fermée jusqu'à ce que l'inventaire manquant soit réconcilié et que les sites de stockage soient inspectés. Denny et Paula avaient continué à utiliser les identifiants actifs de Mark après son départ. Ils avaient déplacé du matériel de contrôle d'avalanche contrôlé dans le SUV privé de ma mère, contourné le registre d'inventaire principal et se préparait à rouvrir une partie de la crête après le week-end chargé. Joël a livré les journaux de la barrière locale, les images du parking et les enregistrements radio du sauvetage. Il a également admis que mon père l'avait pressé plus d'une fois de retarder les fermetures ou d'adoucir les préoccupations écrites. Je n'arrêtais pas de me dire que je protégeais le personnel de fermetures inutiles, a-t-il dit. En réalité, j'enseignais à Denny que je pouvais être poussé à bout. Mark a envoyé aux enquêteurs son rapport original et les messages confirmant quand il avait ordonné la fermeture. Aucun des 2 hommes ne m'a demandé de pardonner leur silence. Cela comptait plus qu'une excuse conçue pour que je les réconforte. Les registres du véhicule montraient mes parents conduisant Molly et Kota à travers la barrière de la crête ouest à 14h08, et revenant 25 minutes plus tard sans eux. Le système météo montrait que tous 2 avaient ouvert l'avertissement de fermeture avancée avant d'emmener Molly de la zone de maintenance. Son téléphone et son appareil photo cassé avaient été retrouvés dans leur 2e chasse-neige. Ils ne pouvaient plus prétendre que la tempête les avait surpris. La preuve la plus claire est venue après que les enquêteurs aient obtenu l'accès à leurs appareils. Les messages n'étaient pas apparus par chance, ils ont été récupérés avec des mandats, des données d'appareil et des données de serveurs qui les plaçaient dans les mêmes minutes que celles indiquées sur le journal de la barrière. Ma mère avait écrit, une fois la crête fermée, personne ne va à l'ouest avant le matin. Mon père avait répondu, prends la caméra. Laisse le chien avec elle. Ça explique pourquoi elle est partie. J'ai lu le 2e message 2 fois. Ils n'avaient pas oublié que Kota était avec Molly. Ils avaient compté dessus. Ils voulaient que tout le monde croie qu'un vieux chien s'était égaré et qu'un enfant confiant l'avait suivi. Ce qu'ils avaient oublié, c'est que Kota avait passé sa vie à tenir sa position quand partir aurait été plus facile. L'âge avait ralenti son corps, mais il n'avait pas changé la règle selon laquelle il vivait. Interrogés séparément, mes parents ont commencé à se retourner l'un contre l'autre. Paula a affirmé que Denny avait seulement eu l'intention d'effrayer Molly assez longtemps pour détruire l'enregistrement. Denny a dit que Paula avait créé l'histoire du ravin et lui avait ordonné de ne pas revenir une fois les sirènes déclenchées. Aucune des 2 explications ne les a aidés. L'un avait conduit ma fille sur une crête fermée, l'autre avait conçu la recherche qui maintenait les sauveteurs loin d'elle. Tous 2 avaient lu l'avertissement. Tous 2 étaient retournés chercher les mallettes, au lieu de Molly. Un avocat les représentant m'a contacté avant la sortie de Molly. Il a demandé à me rencontrer dans la salle de conférence de l'hôpital et a posé une déclaration de 2 pages sur la table. Elle disait que Denny et Paula avaient toujours eu l'intention de revenir. Elle disait que le temps avait changé plus vite que prévu. Elle disait que Molly, effrayée et confuse, avait mal interprété leurs actions. En échange de ma signature, la propriété familiale garantirait un fonds médical,
l'éducation de Molly et tout traitement futur dont elle pourrait avoir besoin. Pendant la majeure partie de ma vie, Timber Ridge avait été présenté comme un héritage sacré. Chaque compromis était pour la prochaine génération. Chaque silence protégeait ce qui nous appartiendrait un jour. Le papier devant moi offrait à Molly cet héritage dans sa forme la plus pure, de l'argent acheté avec sa propre mémoire effacée. Je l'ai repoussé et j'ai dit, ma fille n'a pas besoin d'un avenir acheté avec un mensonge sur la raison pour laquelle elle a failli le perdre. L'avocat a averti que sans coopération, la station pourrait fermer et que des centaines de travailleurs pourraient en souffrir. Les employés n'ont pas abandonné Molly, ai-je dit. Séparez l'opération des propriétaires. Mettez-la sous gestion indépendante pendant que l'enquête se poursuit. Je n'avais aucune autorité pour ordonner ce résultat. Je pouvais seulement refuser d'aider mes parents à utiliser la station comme un bouclier. Ma déclaration, les registres de Joël et l'avis de fermeture original de Marc ont permis aux responsables du comté et de l'État d'envisager une exploitation limitée sous un gestionnaire extérieur, au lieu de traiter chaque employé comme faisant partie du crime. Denny et Paula ont été formellement inculpés pour des infractions liées à la mise en danger d'enfants, à l'obstruction au sauvetage, à la destruction de preuves, à de faux registres et à des violations de la sécurité. Le procureur n'a fait aucune promesse quant à un verdict final ou à une peine. L'affaire prendrait du temps. Molly est rentrée à la maison avant que je ne revoie mes parents. Elle était physiquement stable, mais elle avait encore besoin de surveillance, de thérapie et de plus de sommeil qu'elle ne voulait l'admettre. Kota est revenu de la clinique vétérinaire avec des médicaments, des limites d'activité strictes et une zone rasée sur une patte à cause de ses perfusions. Ma dernière rencontre avec Denny et Paula pendant ces premiers jours a eu lieu dans une salle d'interrogatoire sécurisée au bureau du shérif. Leur avocat était assis entre eux, mais une distance s'était déjà creusée là où la loyauté faisait autrefois semblant d'exister. Maman paraissait plus petite sans Timber Ridge derrière elle. Même alors, elle a parlé comme si c'était moi qui avais franchi une ligne. « Comment peux-tu faire ça à ta propre famille ?» a-t-elle demandé. « Vous avez laissé mon enfant pour morte, et vous avez appelé la montagne votre famille. Je choisis celle qui est rentrée à la maison. » Papa s'est penché en avant. « La ville te blâmera quand les chèques de paie s'arrêteront. Ils se souviendront de ton nom bien après la fin de cette affaire. » Quelques jours plus tôt, j'aurais peut-être expliqué que j'avais demandé une gestion indépendante. Je me serais peut-être défendu, j'aurais énuméré leurs choix, ou je les aurais suppliés de comprendre ce qu'ils avaient fait. Au lieu de cela, je me suis levé. Leur histoire avait survécu pendant des années parce que je continuais à y entrer pour plaider mon innocence. Partir était la première réponse qu'ils ne pouvaient pas réécrire. Quand je suis rentré à la maison, les lumières du salon étaient tamisées. Molly s'était endormie sur le canapé, sous une couverture, une main posée sur le cou de Kota. Il était allongé sur un lit rembourré à côté d'elle, le museau gris près de son poignet, comme s'il comptait encore chaque respiration. Je n'avais pas détruit notre famille. J'avais seulement cessé de protéger les gens qui l'avaient fait. Molly a ouvert les yeux quand je me suis assise à côté d'elle. « Est-ce que Kota doit retourner au travail ?» a-t-elle demandé. J'ai regardé le vieux chien endormi sous sa main. « Non », ai-je dit. Il a déjà terminé la seule mission qui comptait. Kota avait terminé sa dernière mission, mais la guérison n'a pas commencé par une fin nette. Pendant les premières semaines, Molly se réveillait chaque fois qu'un camion faisait une marche arrière dehors ou qu'une ambulance passait dans notre rue. La sonnerie de notre micro-ondes la faisait sursauter si fort que j'ai changé le réglage. Une fois, un exercice d'incendie à l'école l'a envoyée dans une cabine de toilette, où un enseignant l'a trouvée assise par terre, les deux mains pressées sur ses oreilles. Les trajets en voiture sont également devenus difficiles. Elle vérifiait la poignée de la porte avant que je ne démarre le moteur et me demandait de ne pas verrouiller les portes avant que nous ne soyons en mouvement. Si les serrures automatiques cliquaient de manière inattendue, elle attrapait ma main avant même de réaliser ce qu'elle faisait. Je ne lui ai jamais dit qu'elle était en sécurité, comme si le dire pouvait faire en sorte que son corps me croie. Je lui disais où nous allions, combien de temps cela prendrait, et qui serait là. Je la laissais vérifier les portes 2 fois si elle en avait besoin. Certains jours, elle parlait de la crête ouest par petits morceaux prudents. D'autres jours, elle ne voulait pas entendre les noms de mes parents. Sa thérapeute m'a dit de ne pas transformer le silence en une autre exigence. Molly avait déjà passé des heures piégée dans une histoire que les adultes voulaient qu'elle accepte. La guérison signifiait lui permettre de choisir quand elle parlait. Je n'ai pas demandé si elle pardonnerait à Denny et Paula. Je n'ai pas demandé si elle voulait les voir.
Leurs avocats ont fait plusieurs demandes de contact supervisé, mais Molly a secoué la tête avant que je n'ai fini d'expliquer la première. C'était suffisant. Kota a récupéré plus lentement qu'il ne l'aurait voulu. Le vétérinaire a prescrit des médicaments pour sa hanche, de courtes promenades et plusieurs semaines sans escalier. J'ai déplacé son lit dans le salon et j'ai posé des tapis sur le parquet pour que ses pattes arrière ne glissent pas. Il dormait plus qu'avant. Parfois, ses pattes bougeaient en rêve, et Molly s'asseyait à côté de lui jusqu'à ce qu'elle s'immobilise. Chaque fois qu'elle quittait la pièce, un de ses yeux s'ouvrait. Si elle restait partie trop longtemps, il se relevait et attendait près du couloir. Il n'était plus assez fort pour la suivre partout, mais il comptait toujours où elle était. La culpabilité me suivait avec la même persistance. J'avais permis à Molly de s'éloigner avec mes parents parce que je voulais prouver que je n'étais pas contrôlante. J'avais vu la crête fermée, entendu mon père minimiser la météo et vu Joël hésiter devant les décisions de papa. J'avais remarqué chaque avertissement et j'avais adouci chacun d'eux parce que je voulais que Molly ait des grands-parents. La nuit, je rejouais le moment où elle avait quitté le sentier public et je me demandais quelle phrase aurait pu l'arrêter. Sa thérapeute m'a finalement posé une question que j'évitais: si Molly leur a fait confiance parce que vous leur avez fait confiance pendant 20 minutes, est-ce que cela vous rend responsable de ce qu'ils ont choisi de faire? La réponse honnête a pris du temps. J'étais responsable de reconstruire la sécurité. J'étais responsable d'écouter mes instincts plus tôt. J'étais responsable de ne plus jamais placer l'harmonie familiale au-dessus de Molly. Je n'étais pas responsable de la décision de mes parents qu'un enfant pouvait être sacrifié pour protéger leur réputation. Cette culpabilité leur appartenait. L'affaire pénale a avancé plus lentement que ne le voulaient les journaux. Denny est resté en détention après que le tribunal ait estimé qu'il avait accès à des registres d'équipement et à des employés qui pourraient être sous pression. Paula a été libérée sous surveillance stricte et il lui a été interdit de contacter Molly ou moi directement. Les chefs d'accusation incluaient la mise en danger d'enfants, l'obstruction au sauvetage, la destruction de preuves, la falsification de registres et des violations liées au site de stockage caché. Leurs avocats ont contesté chaque détail, et aucune sentence finale n'avait été prononcée au printemps. J'ai cessé de suivre chaque dépôt. La justice n'exigeait pas que je passe chaque matin à l'intérieur de leur défense. Timber Ridge est resté fermé assez longtemps pour que des inspecteurs indépendants examinent les bâtiments de stockage, les registres de contrôle des avalanches et la route d'accès de la crête ouest. La mallette manquante a finalement été localisée dans une tranchée de maintenance scellée, où elle avait été déplacée sans documentation appropriée. Personne n'a été blessé lors de sa récupération. Sous une gestion extérieure temporaire, la partie inférieure de la montagne a rouvert avec des opérations restreintes. La crête ouest est restée fermée. Joël a conservé son poste seulement après avoir accepté une surveillance indépendante et de nouvelles règles de rapport. Mark est revenu en tant que consultant, assez longtemps pour aider à reconstruire le système d'inventaire et former une deuxième personne pour vérifier chaque entrée. Aucun des deux hommes n'est devenu partie de notre famille ni ne s'est présenté chez nous pour demander pardon. Ils ont simplement fait le travail qu'ils auraient dû faire plus tôt. La plupart des employés ont gardé leur emploi. Les heures ont été réduites pendant un certain temps, mais la ville ne s'est pas effondrée comme mon père l'avait prédit. La montagne a continué sans lui, ce qui était peut-être la vérité qu'il craignait le plus. Un avocat de la famille m'a informé plus tard que je détenais toujours une petite participation avec droit de vote, héritée de mon grand-père. Pendant plusieurs jours, les gens ont supposé que je l'utiliserais pour prendre le contrôle de Timber Ridge. Je l'ai cédé, selon des termes qui empêchaient Denny ou Paula de la récupérer pendant l'enquête. Ma part est allée à la structure supervisant les travailleurs et les réparations de sécurité à long terme. Je ne voulais pas de la chaise de mes parents à la table. Je voulais que la table cesse d'exiger quelqu'un comme eux. Molly a repris son projet scolaire vers la fin de l'hiver. Son professeur lui a offert une prolongation, puis a proposé d'annuler complètement le devoir. Molly a refusé les deux. Elle s'est assise à la table de la cuisine avec son nouvel appareil photo, un don discret de parents de son école, et a ouvert le dossier intitulé « La dernière patrouille de Kota ». Pendant plusieurs minutes, elle a regardé les premières images, Kota marchant à côté du foyer, Kota posant son menton sur sa botte, Kota se tournant vers la caméra chaque fois qu'elle chuchotait son nom. Puis elle a changé le titre, celui qui est resté. Elle n'a pas inclus les images du SUV de mes parents, de la mallette noire ou de la phrase sur l'identifiant de Mark. Ces clips appartenaient à l'enquête. Elle n'a pas utilisé d'image de l'hôpital ou de l'appareil photo brisé non plus. Un après-midi,
elle a demandé si elle devait inclure quelques secondes enregistrées par un patrouilleur après l'ouverture de la porte de la vanne. Kota se tenait entre elle et les sauveteurs, regardant en arrière jusqu'à ce que je l'atteigne. C'est ton histoire, ai-je dit. Tu décides de ce que les gens sont autorisés à voir. Elle a regardé le clip 2 fois, puis l'a fermé. Je ne veux pas que la pire chose qui nous soit arrivée devienne la chose la plus importante à son sujet. Au lieu de cela, elle a filmé Kota endormi à côté de la porte de sa chambre. Dans le plan, ses pattes ont tressailli une fois avant qu'il ne lève la tête et ne vérifie qu'elle était toujours à son bureau. Quand il l'a vue, il a de nouveau reposé son museau. C'est devenu l'image finale de son film. Sa narration expliquait que la retraite n'était pas la fin de la valeur d'un chien de travail. Kota marchait plus lentement maintenant, il avait besoin de médicaments et d'aide pour monter en voiture. Il dormait la plupart des après-midi et ne portait plus de harnais de service. Rien de tout cela ne le rendait moins digne d'amour. Lorsque la classe de Molly a regardé le film, elle s'est assise à côté de moi plutôt qu'au premier rang. Elle n'a pas parlé après le générique. Elle n'avait rien besoin d'expliquer. Le film l'avait déjà dit. Une lettre de Paula est arrivée la semaine suivante. Son écriture couvrait 6 pages. J'ai lu la première phrase, qui disait qu'elle espérait que le temps m'aiderait à comprendre la pression impossible à laquelle ils avaient été confrontés. Je me suis arrêté là. J'ai placé la lettre dans une enveloppe pour mon avocat et j'ai fermé le tiroir. Je ne l'ai pas brûlé ni envoyé de réponse en colère. Ma mère avait passé des années à transformer chaque réponse en une autre porte d'entrée. J'avais le droit de laisser cette porte fermée. Le dernier week-end froid de la saison, j'ai conduit Molly et Kota dans une prairie tranquille en dehors de la ville. Cela ne faisait pas partie de Timber Ridge. Il n'y avait ni remontée mécanique, ni sirène d'avertissement, ni de nom de Hale gravé sur un panneau. La neige était peu profonde et assez ferme pour la hanche de Kota. Molly a vérifié la portière de la voiture avant de sortir, puis a attaché une longue longe à son collier. Nous avons marché lentement sur le terrain plat. Kota s'arrêtait souvent pour examiner des traces de lapins et des touffes d'herbe qui perçaient la neige. Molly a adapté son rythme au sien, sans le presser. Au bout d'un moment, elle m'a regardé. « Je peux lâcher la longe ?» J'ai vérifié la prairie ouverte et j'ai hoché la tête. Elle a posé doucement le bout sur la neige. Koto a marché plusieurs mètres devant nous, ses pas inégaux et son museau gris restant bas alors qu'il suivait une odeur. Aucun ordre ne l'a rappelé, aucun sifflet n'a retenti. Il s'est arrêté de lui-même. Puis il s'est retourné et a regardé Molly, avant de tourner les yeux vers moi. Après avoir confirmé que nous étions toutes les deux là, il est revenu et s'est tenu entre nous. J'ai posé ma main sur sa tête, tandis que Molly s'appuyait contre son épaule. Mes parents avaient passé leur vie à m'apprendre que la famille était quelque chose que l'on protégeait de la vérité. Kota nous a appris quelque chose de plus simple, la famille, c'est celui qui reste quand la tempête lui donne toutes les raisons de partir.